Catherine, tu as piloté pour l'Union confédérale des retraités CGT une enquête auprès des abonnés de Vie Nouvelle. Quel était l'objet de cette enquête? L'enquête c'est une enquête syndicale. Donc déjà, ça c'est un élément. Et donc, dans le cadre de cette enquête, ce que l'UCR a souhaité, c'était d'affiner nos repères revendicatifs et également de les corroborer avec la réalité vécue par nos retraités, nos adhérents, lecteurs de Vie Nouvelle. Voilà. Ça, c'était l'objectif, effectivement, de l'UCR. Et est-ce que les abonnés de Vie Nouvelle se sont prêtés au jeu des questions? Parce qu'il y en avait beaucoup, quand même. Hein. Oui. Alors, on pourrait... Moi, je pense que... Enfin, nous pensons que oui, dans la mesure où on a obtenu 3156 réponses. C'est quand même des retraités qui ont pris sur leur temps de répondre à un questionnaire qui était assez dense et qui se regroupait, les questions se regroupaient dans 7 grands thèmes. Hein, C'était quoi alors? Alors il y avait la situation familiale, quelle était la situation familiale du retraité. Le deuxième grand thème était leur lieu de résidence actuel. La troisième grande question, c'était le niveau des services publics qu'ils avaient dans leur commune ou sur leur lieu de résidence. Une autre grande question autour des questions financières et surtout comment aident-ils leurs proches. Autre question, leurs loisirs. En ont-ils? Comment? Combien? Font-ils des choix? Voilà. Donc les loisirs. Autre chapitre, la santé. Donc avez-vous les moyens pour vous soigner? Et ensuite, faites-vous des choix entre les soins, les loisirs, l'alimentaire. Voilà. Faites-vous des choix au regard de votre pouvoir d'achat. Et enfin, la dernière question, quel est le montant minimum que vous estimez nécessaire pour vivre dignement votre retraite? Alors, donc, oui. Ils ont bien répondu, donc ils ont pris du temps à répondre à l'ensemble de ces questions, mais également, sur ces 3156 réponses, 50% d'entre eux ont fait des commentaires, puisqu'on avait laissé un espace personnel pour qu'ils puissent commenter et nous faire quelques propositions. Donc, ce qui nous a permis, nous, à partir de ça, de tirer des pistes de réflexion de travail syndical sur un certain nombre de thèmes donc qui sont... Alors justement, quels sont les enseignements que vous avez tirés de ces réponses? Alors, dans les enseignements tirés, on s'aperçoit, premièrement, sur les questions de situation familiale, on s'aperçoit que les réponses ont été des réponses majoritairement, 50% de réponses étaient faites par nos camarades hommes, voilà, et des réponses de couple. Voilà. Donc, après, sur ces questions-là, ce que l'on retire aussi sur cette question de situation familiale, les retraités, nous avons eu plus de réponses de retraités qui avaient une tranche d'âge entre 60 et 69 ans, puis après un deuxième groupe entre 70 et 79, puis les 80 ans, et arrivent en dernière position les retraités entre 50 et 59 ans. Ce qui nous amène à une question, c'est pourquoi on ne touche pas cette tranche d'âge des 50 à 59 ans. Alors, souvent, ouais. Et à ce moment-là aussi, autre suggestion, c'est comment on va accompagner les futurs retraités par le journal de Vie Nouvelle, à découvrir syndicalisme retraité et effectivement notre journal, notre magazine. Sur les enseignements également,
on s'aperçoit que les réponses, nos lecteurs sont à 65% issus du secteur public, nationalisé. Et que, voilà, 65%, en même temps, il y a quand même 57% qui relèvent du régime général, en sachant qu'ils peuvent être issus du secteur nationalisé, sans être des titulaires de ces secteurs-là, et donc relevant du régime général. Voilà. Pas mal de... On a quand même une réponse aussi intéressante, c'est sur les réponses des complémentaires. On a quand même 16% de lecteurs qui ont répondu au titre de la GIRC, hein, pour 45% ARCO, donc on a des cadres qui ont participé à la réponse. En même temps, ce qu'on tire comme enseignement également sur cette partie-là, c'est qu'on a la traduction d'une génération qui a bien connu le plein emploi. Le plein emploi est donc une stabilité. Voilà. Sur les questions de revenus, les salaires en fin de carrière, à l'époque, se situent entre 1200 et 1500 euros, hein, pour la plus forte partie. Alors, en ce qui concerne leur pension, par contre, la fourchette, actuellement, est, pour 48%, elle est de 1200 à 1900 euros. On doit noter que quand même, on a 4,18% de retraités qui ont une pension inférieure au seuil de pauvreté. Ah. Aujourd'hui, il y en a 4,18%. Alors, on pourrait nous dire, il y en a 4,18% qui ont répondu. Mais c'est 4,18% de 3000 et quelques. Mais les autres. Oui, voilà. Et les autres. D'accord. Voilà. Sur l'autre question, groupe de questions, il y avait les lieux de résidence. Dans les réponses, on a 4 régions qui émergent, qui sont l'Île-de-France, Rhône-Alpes, le Pays de Loire et la PACA. Voilà. Sur les questions de services publics, on a quand même... on posait un certain nombre de questions relatives aux différents services publics. Et là, on peut s'apercevoir dans les réponses que 97%, pour 97% de nos réponses, l'identité ou l'institution mairie est bien représentée. Et en même temps, on s'aperçoit que 10 à 15% des retraités n'ont pas accès en proximité aux soins, au transport, au service La Poste, à l'action sociale. Et alors là, ça nous interroge aussi parce que dans les communes, il y a des services de CCAS. Alors 97% communes sont... la mairie est bien instituée, bien sûr, mais on n'en a que 10%, on a 10 à 15% de retraités qui n'ont pas accès, qui n'ont même pas d'action sociale non plus. Donc ça veut dire que les CCAS ne sont pas mis en place. Donc là aussi, alors c'est cumulé bien évidemment, hein, 10 à 15% qui n'ont pas accès en proximité. Mais des retraités n'avaient... Dans les réponses, il y avait des retraités n'avaient accès à rien, c'est-à-dire ni banque, ni poste, ni transport, ni gare, ni médecin, ni pharmacie, ni infirmière. Ça a été frappant, ça. Alors, on peut toujours jouer sur les pourcentages et les chiffres. On peut dire 10 à 15%, c'est peu par rapport. Mais c'est 10 à 15% des 3000 qui nous ont répondu. Et essayons cette proportion-là, elle se retrouve si on le ramène à une échelle plus grande des retraités, de la population retraitée. Donc, nous, c'est un résultat qu'il nous faut prendre en compte. Alors, on le prend en compte dans la bataille sur la question des services publics, la désertification, etc. Mais c'est aussi des éléments qu'il nous faut travailler, et je redirais, dans le cadre des pistes de travail que nous avons.
Sur les éléments d'enseignement également, on s'aperçoit que sur l'aide financière qu'apportent les retraités, nos retraités électeurs, quand même 18% aident leurs enfants et leurs petits-enfants. Voilà. Alors, ça fait quand même un retraité sur deux qui aide ses enfants et un retraité sur quatre qui aide les petits-enfants. L'autre élément, c'était concernant la santé. Alors, 80% disent avoir les moyens de se soigner et bénéficient d'une complémentaire de santé. Par contre, lorsqu'on lit les commentaires qui ont été faits, lorsqu'ils ils ont les moyens d'aller chez le médecin, les moyens mais ils n'ont pas les moyens de se payer des soins plus coûteux, qui sont par exemple les prothèses auditives, les questions dentaires, les lunetteries, etc. Et a fortiori, lorsqu'il s'agit de rentrer en maison de retraite. Voilà. Ça, c'est écrit par ces mêmes camarades lecteurs qui nous précisent, oui, j'ai une complémentaire à santé là. Ils appellent ça la bobologie. Ils nous disent de la bobologie. Mais lorsqu'il s'agit d'eux, voilà, certains nous ont dit qu'ils avoir fait des emprunts pour pouvoir se soigner. Et d'autres nous disent, ben, je ne veux pas. Voilà. Font-ils des choix? Oui, 40% font des choix entre soins et loisirs. Donc, voilà, on se soigne. Voilà. La question des loisirs, les loisirs, ça arrive en dernier. S'il nous reste de l'argent, s'il nous reste du temps, donc ça c'est net. Donc, on pourrait espérer que, justement, ces questions de loisirs, que l'on n'a pas pu s'offrir pendant la période d'activité, au moment de la retraite, on pourrait espérer d'avoir une vie plus douce, et pouvoir mieux profiter des loisirs. Donc cette situation, ben, ce n'est pas le cas. Et effectivement, la question fondamentale, c'est la question du pouvoir d'achat, etc. Et on dit aujourd'hui, c'est la question du pouvoir d'achat, mais en même temps, on a dit que pour rapprocher, qu'on est une génération, c'est la génération du plein emploi, etc., etc. Que seront demain les retraités, les futurs retraités, au regard de la situation d'aujourd'hui. Voilà. L'autre question, la dernière question qui était aussi posée, c'est quel montant minimum estimez-vous nécessaire pour une retraite digne? Et là, ils nous répondent 2100 euros. 30% de retraités nous répondent 2100 euros, 18% 1700. Et ensuite, on a quand même 28% de retraités qui nous demandent plus de 2300 euros. Ce qui nous ramène à une réflexion aussi, c'est que la revendication CGT, c'est de ne pas avoir de retraite inférieure au SMIC. Le SMIC, CGT revendiqué, qui est 1700 euros. Donc on s'aperçoit que la CGT, elle propose, elle revendique 1700 euros, mais que la revendication CGT, elle n'est pas utopique. C'est pas de l'utopie, c'est vraiment une nécessité, ça correspond aux besoins. Les attentes des retraités, c'est un autre chiffre qui est supérieur. Les institutions que l'on ne peut pas classer proche de la CGT donnent des chiffres tout aussi supérieurs à la revendication du SMIC. Ce qui tire comme les derniers enseignements que l'on peut tirer, c'est à partir effectivement des complémentaires, des commentaires qui ont été faits par les retraités et qui nous donnent plusieurs pistes de travail à creuser et qui sont les basses pensions, donc les gens qu'on ne peut pas toucher, les pensions de réversion, les questions on va dire, de services publics, toutes les questions des services publics, la fiscalité des retraités, ça aussi. Et question de services publics, on a transport et logement qui ressortent assez fortement, et santé et action sociale. Donc voilà des thèmes sur lesquels l'UCR, dans son espace revendicatif, pourra travailler. Un enseignement que nous pensons nécessaire à tirer, c'est de resituer
cette population retraitée qui croît, puisqu'il y a l'allongement de l'espérance de vie, et qui fait qu'aujourd'hui, dans les années futures, on va être un tiers de population retraitée pour un tiers d'actifs et un tiers de gens en formation. Donc ce poids-là, comment le gouvernement va prendre en compte cette nouvelle donnée, Et en même temps, lorsqu'on fait le parallèle entre aux sorties de la guerre, où il y a eu la mise en place des services de protection maternelle infantile parce qu'il y avait une reconstruction, etc. Aujourd'hui, face aux populations, à la population retraitée qui croît, comment développer un service public des personnes âgées, mais en même temps, comment on peut reconnaître, comme on a reconnu à l'époque, le statut de l'étudiant. Statut de l'étudiant, c'est pas en fonction des revenus. Lorsque l'adolescent devient étudiant, quels que soient les revenus de ses parents, il a un statut d'étudiant qui lui permet etc., d'avoir une carte de séjour. De la même façon, notre réflexion aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi ne pas revendiquer avoir un statut retraité. C'est quelque chose, ce sont des pistes qu'il nous faudra creuser également. Voilà. Dernière question, donc vous avez publié les résultats de l'enquête dans une plaquette que vous avez là. Oui, voilà, c'est une plaquette, celle-ci. Oui. Oui, effectivement, on a dans la plaquette remis tous nos résultats sous forme donc de camembert de diagramme et avec un commentaire, le commentaire que nous avons. Alors, nous allons diffuser de larges extraits sur le site internet de l'UCA, mais au final, qu'allez-vous faire de ces résultats et de ces analyses? Alors, notre objectif, je vous ai dit, j'ai dit que c'était une démarche syndicale, affiner nos repères revendicatifs, etc. Sauf qu'on ne le garde pas pour nous. On a souhaité avoir un rendu public de cette analyse. Donc on a fait une conférence de presse. Ces résultats sont aussi en direction de nos organisations et de la direction de l'UCR, la commission exécutive, mais au plus près encore de nos organisations, parce qu'elles peuvent être aussi, la plaquette, même si c'est une réponse nationale, traitée au niveau national, elle peut aider dans la réflexion nos propres organisations sur leur territoire. C'est aussi un outil. Ils pourront travailler en fonction de leur territoire. Et le troisième élément, c'est que nous souhaitons l'amener jusqu'au ministère, auprès de Mme Touraine, pour qu'elle entende la réalité, quelle est la réalité des retraités. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les retraités, ils sont on va dire, la variable d'ajustement selon comment on se place, où les médias les traitent comme des nantis, etc. Et on a droit à tous ces retraités qui partent en vacances, etc. et qu'on image comme ça, sauf qu'on oublie de dire aujourd'hui, pour ceux-là qui peuvent peut-être partir en vacances, oui, tant mieux, mais c'est après 40 ans de travail. Voilà. Ou, donc effectivement, après, c'est sur les efforts du gouvernement. Le gouvernement demande des efforts aux actifs, aux salariés, donc à la société, à la population tout entière, au pays, et les retraités doivent contribuer aux efforts aussi. Sauf qu'on ne dit pas que ces mêmes efforts, ils les ont déjà faits dans une autre période. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement entende et prenne la mesure de la réalité vécue par nos retraités sur la France entière là-dessus. Donc voilà.